Bonjour à tous. La première nouvelle que je voudrais vous communiquer aujourd'hui sur le front des langues est que la Lettonie, l'un des 3 pays baltes, va supprimer totalement l'enseignement du russe des cursus scolaires. Cela pourrait se comprendre si la Lettonie se trouvait en Amérique du Sud, mais il se trouve que la Lettonie a une frontière avec la Russie et qu'il s'agit non seulement d'un de ses voisins immédiats, mais aussi du plus grand pays de la planète de par son étendue géographique et que l'on peut lui acheter toutes les ressources naturelles et imaginables dont elle regorge, sans compter les produits de son industrie et de son agriculture. Une telle attitude est difficilement compréhensible et démontre le désir des autorités lettonnes de couper toute relation avec son puissant voisin, alors que cette rupture ne peut être qu'à son détriment. Il faut noter que l'enseignement du russe en Europe occidentale, et plus particulièrement dans les pays de l'Union européenne, était bien plus répandu durant l'ère soviétique et donc de la guerre froide qu'en 2024. Cela n'est paradoxal qu'en apparence, puisque désormais l'Union européenne s'est totalement alignée sur les desiderata de Washington, qui impose à cette même Union européenne de couper toute relation avec la Russie, alors que cela est clairement à son détriment. La deuxième nouvelle est de rappeler à mon auditoire l'existence d'un livre que je viens moi-même de découvrir récemment et qui a été publié il y a une dizaine d'années par Anna Wierzbicka, qui est une linguiste polonaise qui a travaillé à l'Université nationale australienne de Canberra. Son livre s'intitule « Emprisonné par l'anglais ». Je ferai sans doute une recension de ce livre d'ici quelques mois, mais la thèse qu'il soutient est la suivante. La diffusion de l'anglais comme lingua franca et vecteur de communication internationale dans le milieu universitaire, principalement dans les pays occidentaux, limite automatiquement la liberté d'expression des messages ainsi véhiculés. Ces limites sont imposées structurellement par le vocabulaire, la syntaxe de l'anglais et par la culture, les concepts et les idéologies qu'il sous-tend. Ainsi, loin de permettre une communication libre et non faussée, il contraint sévèrement ceux qui l'utilisent dans le but de s'affranchir de la barrière des langues. La conclusion est que seule une communication plurilingue peut enrichir la qualité des échanges, plus particulièrement quand il s'agit de véhiculer des concepts réellement nouveaux, présentant une rupture avec le passé, qu'il s'agisse de sciences humaines ou même de sciences exactes. Pour ceux qui voudront approfondir le sujet, on peut facilement trouver des vidéos d'entretien en anglais avec Anna Wierzbicka sur Internet. Les travaux d'Anna Wierzbicka sont pleinement confirmés par ceux d'un professeur danois du nom de Karsten Levissen qui a rédigé un article sur l'anglocentrisme que l'on voit s'afficher à l'écran. Il y a donc convergence de vues sur le pouvoir de l'anglais d'enfermer ses locuteurs dans des schémas mentaux spécifiques, mais cela pourrait être le fait de toutes les langues qui pourraient potentiellement être choisies comme langue commune visant à se substituer à une communication internationale plurilingue. Toutefois, il y a langue et langue. Si la langue était celle d'un pays qui cherchait à conquérir le monde par tous les moyens imaginables, ce serait exactement la même chose que nous observons avec l'anglais. L'article de Levissen date de 2018. Il ne s'inscrit donc pas dans l'actualité récente, mais il complète très bien le livre de Wierzbicka. J'aimerais ensuite mentionner la parution du dernier livre de Bernard Cerquiglini qui s'intitule « La langue anglaise n'existe pas, c'est du français mal prononcé ». Cerquiglini est un apparatchik du système. Après avoir eu l'étiquette de linguiste, il est devenu recteur de l'Agence universitaire de la francophonie. Une de ses premières mesures à la prise de son poste fut d'envoyer une circulaire à tout le personnel de l'agence pour imposer l'écriture inclusive. M. Cerquiglini abonde dans les tendances linguistiques mortifères du moment, et il ne faut pas compter sur lui pour combattre l'anglolatrie ou l'impérialisme linguistique anglo-saxon.
À la place, il est censé manier l'humour et nous dit que l'Angleterre fut pour un temps la capitale de la francophonie. Très intéressant, mais le cœur du sujet n'est pas de parler de Guillaume le Conquérant. Pourtant, c'est ce à quoi il faut s'attendre des fonctionnaires d'État comme Bernard Cerquiglini. Pas de vagues, pas de propos pour la remise en question de l'ordre établi. Comme on a pu le voir, les responsables de la DGLF, de la Délégation générale à la langue française, se couchent eux aussi devant l'ordre linguistique néocolonial états-unien qui se met tranquillement en place en France, comme dans le reste de l'Union européenne. J'en reviens encore à l'Ukraine. Comme je l'ai déjà dit dans des vidéos précédentes, le gouvernement ukrainien a décidé de bannir les livres russes. Mais l'application de cette décision pose plusieurs problèmes. En particulier le fait que de très nombreux livres publiés par des auteurs ukrainiens furent écrits en russe et que certains de ces mêmes auteurs dénigraient la langue ukrainienne. Il y a également des auteurs ukrainiens qui vivent en Russie. Sur quels critères peut-on donc éliminer les livres russes ? Certes, on peut identifier les livres russes publiés en Russie et dont les auteurs sont des Russes confirmés. Cependant, dans tous les autres cas, quels critères faut-il utiliser ? La langue de rédaction ? La langue maternelle de l'auteur ? La géographie, c'est-à-dire le lieu de naissance ou le pays de résidence actuel de l'auteur ? Les opinions de l'écrivain par rapport à l'Ukraine ou à la Russie. Les cultures russes et ukrainiennes sont tellement imbriquées l'une dans l'autre que la décision de bannir les livres russes est une absurdité totale. Il est évident qu'elle est inspirée par des conseillers occidentaux ignorants de la situation ukrainienne, mais qui ont compté sur la frange la plus radicale de la population ukrainienne pour la mettre en œuvre, c'est-à-dire les formations ultranationalistes telles qu'Azov ou Pravi Sector. Autre élément d'information que j'aurais déjà dû mentionner dans mes vidéos précédentes, c'est un article très intéressant de Christophe Clavé qui part en guerre contre l'appauvrissement du langage. Il explique que la disparition progressive du subjonctif, du passé simple, des formes composées du futur, la volonté de supprimer certains mots comme mademoiselle, la généralisation du tutoiement, la diminution du vocabulaire, les fautes ou l'absence des conjugaisons chez beaucoup de jeunes préfigurent un langage pauvre qui, à son tour, entraîne un appauvrissement de la pensée et la disparition de l'esprit critique. En effet, comment construire une pensée hypothético-déductive sans maîtrise du conditionnel ? Comment envisager l'avenir sans conjugaison au futur ? Comment appréhender une temporalité, une succession d'éléments dans le temps, qu'ils soient passés ou à venir, ainsi que leur durée relative, sans une langue qui fait la différence entre ce qui aurait pu être, ce qui a été, ce qui est, ce qui pourrait advenir et ce qui sera après que ce qui pourrait advenir soit advenu. Tout cela est une évidence dans le cadre du français et de la plupart des autres langues européennes. Christian Clavé a raison, même s'il existe des langues non européennes qui n'ont pas de conjugaison, mais qui disposent bien sûr d'autres mécanismes pour exprimer ce que le français exprime, mais avec des structures différentes. La dégradation du langage entraîne automatiquement un recul anthropologique. L'article de Clavé fut repris dans de nombreux médias, mais un collectif d'auteurs se nommant les linguistes atterrés publia un ouvrage violemment hostile à l'interprétation de Clavé. Ce groupe, qui n'a rien à voir avec l'Académie française, prône un wokisme du langage en quelque sorte, en prétendant qu'il s'agit là d'une évolution naturelle. Nous verrons dans le courant de cette vidéo qu'il existe une forte possibilité que ce groupe soit stipendié par les forces qui cherchent à détruire le français, comme la plupart des autres langues de l'Europe continentale. Des nouvelles de l'Afrique maintenant. On a appris que plusieurs États africains avaient demandé et obtenu le départ des troupes états-uniennes de leur pays. On a beaucoup parlé de la France-Afrique, mais jusqu'à assez récemment, on ne savait même pas qu'il existait des bases américaines dans les pays francophones du Sahel. J'avais brièvement mentionné dans ma vidéo numéro 33 que le Niger avait demandé le départ des soldats américains de ce pays. Mais cette tendance semble se confirmer à travers tout le Sahel.
Toutefois, chasser les Américains par la porte et ils reviennent par la fenêtre, puisqu'ils envisagent maintenant de s'installer dans les pays africains ayant une façade sur la mer. Une autre tendance est à l'œuvre en Afrique francophone sahélienne, qui est d'acquérir et de conserver la maîtrise de l'information diffusée dans ces pays quand les informations distribuées par des organismes étrangers sont de nature ouvertement subversive et en contradiction directe avec les directives émises par le gouvernement du même pays. En effet, dans tous les pays qui ont subi des révolutions colorées, une propagande intense d'origine étrangère a toujours précédé les soulèvements sociaux et les coups d'État. Ce que l'on appelle liberté de l'information est un prétexte bien commode qui est souvent invoqué pour justifier la propagande étrangère qui n'a jamais pour but le bien-être des peuples et qui n'a non plus rien à voir avec la véritable liberté d'informer et de s'informer. Le point suivant dont j'aimerais parler est la constatation des coups de butoir incessants contre la langue française en France, en Suisse romande et en Wallonie. On dirait qu'un mot d'ordre a été donné pour dénaturer, avilir et ridiculiser la langue française chaque fois que les autorités ont l'occasion de le faire. Et parallèlement, on assiste à la glorification de la langue anglaise à tous les niveaux. On voit ici un péage d'autoroute quelque part en France qui ressemble à s'y méprendre à ce que l'on trouve dans l'État de New York. Le nouveau parquet européen parlera English only, ainsi que la Cour des comptes européenne. Dans l'image suivante, on voit un échantillon des programmes télévisés suivis par les Français. À Nice, sur la Côte d'Azur, les touristes se font photographier dans un des sites touristiques les plus réputés devant un panneau métallique où s'affiche fièrement la devise « I love Nice ». Même chose dans une école prétendument élitiste comme Sciences Po Paris, où le choix des mots met en exergue son anglomanie, mais aussi le degré extrême de sottise de sa présidence et de ses administrateurs. Les deux photos suivantes ont été prises dans des stations de ski, l'une en France et l'autre en Italie, qui est atteinte de la même maladie. Bien sûr, il ne s'agit pas là de participants à une compétition internationale. Il s'agit de gens qui veulent être autre chose que ce qu'ils sont vraiment. Et on peut le dire, qui ont honte de se présenter en tant que Wallons pour le premier et Italiens pour le second. Ces gens-là veulent absolument se présenter sous des apparences extérieures américaines. En ce qui concerne les élections européennes du mois de juin 2024, l'ex-ambassadeur de France, Albert Salon, fait remarquer que, je cite, « Les médias et la très grande majorité des partis et mouvements qui présentent des candidats en juin situent l'enjeu principal de cette élection entre, en simplifiant peut-être abusivement, une Europe de plus en plus fédérale, et une Europe des nations cultivant d'abord leurs intérêts nationaux avant de pouvoir consentir à de grandes actions en commun. Cet enjeu est certes très important. Il masque cependant gravement l'enjeu linguistique et culturel, qui rejoint d'ailleurs le premier sur le plan géopolitique. Car une Europe qui travaille en anglo-américain tend à se rapprocher étroitement des États-Unis et des anglo-saxons germains. Soit on respecte vraiment, en droit et surtout en fait, la diversité évidente de l'Europe et ses trois langues de travail dont le français et l'allemand, soit on continue dans la ligne de Madame Ursula von der Leyen en 2020, qui, post-Brexit, déclara l'anglo-américain, langue commune, des institutions, en total mépris des traités et chartes de l'UE, et en un véritable coup d'État, car une telle décision ne pouvait relever que du Conseil européen des chefs d'État et de gouvernement. Elle a ainsi fait prendre à l'UE un tournant vers l'anglo-américain partout, qui traduit l'actuelle vassalisation de la grande majorité des États membres aux États-Unis et au monde anglo-saxon germanique. Sa réélection contribuerait fortement à garantir la pérennité de cette déformation de l'Europe. Effectivement, l'actualité internationale récente a été le test qui a permis de reconnaître la vassalisation extrême de l'Union européenne qui désormais, au mépris de ses propres intérêts, affiche un suivisme servile par rapport aux desiderata américains fixés par son président et ceux de son département d'État. C'est du jamais vu. Comme je l'ai dit dans mes vidéos précédentes, une langue commune n'est pas toujours synonyme de suivisme. Mais dans le cas qui nous intéresse, le rôle joué par la langue anglaise en Europe continentale est de pousser à un degré jamais vu jusqu'à présent le curseur de la collaboration avec le monde anglo-américain
alors que simultanément, cette collaboration et ce suivisme ruinent l'Union européenne économiquement parlant. Dans le même temps, ce suivisme entraîne une fermeture hermétique vis-à-vis des autres peuples désireux de s'affranchir de toute tutelle nord-américaine et qui mènent des politiques d'indépendance nationale décomplexées. Pendant ce temps, la scène médiatique française braque le projecteur sur des personnalités politiques comme Éric Zemmour ou Marion Maréchal-Le Pen, qui accusent les minorités maghrébines françaises d'altérer et de dégrader l'identité française. On croit rêver. Je voudrais maintenant vous faire écouter quelques sections d'un entretien avec Georges Gastaut, un philosophe français syndicaliste qui analyse la situation à travers une grille de lecture marxiste, alors que la plupart des défenseurs de la langue française sont généralement de droite, tout au moins ceux dont on entend parler. Nos hommes politiques, mais aussi pour commencer les grands dirigeants du CAC 40, c'est-à-dire les grandes entreprises de France, je ne dirais même plus françaises d'ailleurs à vrai dire, quand on regarde leur implantation réelle, sont pour la plupart des gens qui habitent aux États-Unis, qui parlent anglais à leurs enfants, qui admirent les États-Unis, qui ne se pensent plus français que par la bande en quelque sorte, parce que bon, il ne faut pas perdre totalement, disons, le contact avec le pays natal. Il y a encore des subventions à obtenir en France. L'État français, on sait encore le solliciter quand c'est nécessaire pour faire des affaires, hein. Mais qui quand même aimeraient bien être américains et se font pardonner en permanence d'être encore français, comme disait Jean-Marie Messier, je crois, hein, qui était un des dirigeants de Vivendi, on l'a un peu oublié aujourd'hui, quand il parlait de la France alors qu'il habitait les États-Unis, il disait « mon petit pays exotique ». En parlant donc il avait honte, en réalité, d'être de ce pays lointain où on parle une langue bizarre et où on prononce l'anglais quand on prononce d'une manière qui fait rire les anglo-saxons. Tandis que là, ça se passe dans la tête. Là, la lutte de classe, elle se passe dans la tête. Et donc, ça signifie une vigilance par rapport à soi-même. C'est pas si facile que ça à mener. Et pourtant, voilà, ce sont des luttes qui ont été menées, y compris d'ailleurs par bien des gens, par exemple au XIXe siècle, qui se sont battus pour que leur langue nationale ne meure pas. Les Hongrois, par exemple, hein, alors que l'allemand était en train de remplacer le hongrois en Hongrie sous les Habsbourg, sous l'Empire austro-hongrois, et ainsi de suite, et qui se sont battus politiquement pour leur langue. S'ils s'étaient dit simplement, ben voilà, quelle est la langue qui marche, quelle est la langue qui plaît, et ainsi de suite, le hongrois aurait déjà disparu au XIXe siècle. En gros. Oui, alors, il faut d'abord savoir que les anglo-saxons, enfin, les dirigeants anglo-saxons, il ne s'agit pas de parler des peuples ici, qui n'y sont pour rien, mais les dirigeants du monde anglo-saxon, notamment anglais et états-uniens, ont investi des milliards sur leur langue, pour la répandre au maximum un petit peu dans tous les pays du monde, et pour la défendre de toutes les façons possibles et imaginables, parce qu'eux ont très bien compris que c'était un avantage politique, idéologique et tout bonnement commercial énorme. Hein, bien entendu, quand vous avez la langue mondiale, en quelque sorte, vous avez d'énormes avantages de toutes sortes, y compris en termes, pour finir, d'argent, de retombées financières, et ainsi de suite. Alors, il y a ça d'un côté, il ne faut pas croire que donc tout ça soit spontané, que c'est simplement parce que l'anglais est une belle langue. Il y a des gens qui disent « ça triomphe parce que c'est une belle langue ». Ah bon, le portugais n'est pas une belle langue, le russe n'est pas une belle langue, je ne sais pas moi, le tibétain n'est pas une belle langue. Qu'est-ce que vous en savez? De toute façon, vous ne les entendez jamais dans les médias, ces langues-là. C'est pas la beauté, pas plus que le français ne triomphait au XVIIe siècle, parce qu'il était plus beau que l'italien, ou plus beau que le polonais ou le suédois. Depuis en gros la période Pompidou, et surtout ensuite la période qui a suivi le gouvernement Chirac, il y a eu une bascule considérable. Sous Chirac encore, il y a eu une loi de protection du français qui s'appelle la loi Toubon, qui n'a d'ailleurs jamais été respectée, même sous Chirac. Et puis très vite ensuite, eh bien, nous avons eu des gouvernements plus atlantistes les uns que les autres. Et comment leur politique linguistique aurait-elle été différente de leur politique militaire, commerciale, économique, et ainsi de suite? Comment tous ces gouvernements qui délocalisaient la production, qui cassaient le produire en France, qui détruisaient les services publics pour les privatiser et donc les vendre sur le marché, en définitive, comment auraient-ils pu être patriotes, entre guillemets, lorsqu'il s'agissait de la langue, bien entendu? Tout au contraire, ils ont fait le nécessaire pour que la loi Toubon ne soit pas respectée, et que la Constitution, dont on ne le dirait pas,
l'article 2 dispose que le français est la langue de la République, ne soit plus tout simplement respecté. Alors à partir de là, effectivement, on voit, pour ne pas aller très loin, le président actuel, qui est sans doute le plus angliciseur de tous, puisque maintenant, il ne se cache plus, les grands événements qui sont organisés en France sont souvent tout simplement organisés avec un titre, une enseigne anglaise. Bien souvent, il n'y a même pas de traduction en français, et donc évidemment, ils sont tout contents de montrer qu'ils sont les bons élèves de la classe atlantique aussi sur le terrain linguistique. Mais j'insiste surtout sur un dernier point, si tu me permets, c'est que il y a un facteur majeur d'anglicisation, non seulement de la France, mais du continent, qui s'appelle l'Union européenne. Dans la dernière période, c'est effarant, quoi. Je ne prends que 3 exemples. Le premier, depuis que Ursula von der Leyen, notamment, est présidente de la Commission européenne, ça s'est accentué de façon prodigieuse. La première des choses, c'est que les institutions européennes ont choisi les unes après les autres l'anglais comme leur langue de travail, et même leur seule langue de travail. C'est le cas de la Commission européenne, c'est le cas de la Cour européenne de justice, c'est le cas de la Cour des comptes européenne. Toutes ces institutions travaillent en anglais. Et tout ça est d'ailleurs inconstitutionnel aussi par rapport à l'Europe, puisque personne n'a jamais décidé de façon démocratique, où que ce soit en Europe, qu'il n'y aurait plus qu'une langue pour s'exprimer, disons, dans les institutions européennes. Et je prends un exemple que chacun pourra voir dans sa propre commune, s'il lève un peu le nez et qu'il regarde les affiches qui sont placardées un peu partout par l'Union européenne, à l'approche des européennes, des élections européennes. Le slogan, c'est « You are you ». « You are you », ce qui veut dire « Vous êtes l'Union européenne ». Et ce slogan est le même de Gibraltar à Riga et de Oslo à Athènes. Bref, on veut nous imposer une langue unique, nous n'en avons jamais discuté, et c'est d'autant plus scandaleux que, à ma connaissance, l'Angleterre a quitté l'Union européenne, et que l'anglais n'est plus la langue première d'aucun pays de l'Union européenne, puisque même l'Irlande et Malte, qui sont des pays où on parle anglais dans la rue, n'ont pas déposé l'anglais comme étant leur langue nationale première. Les Maltais ont déposé le maltais, et les Irlandais ont déposé le gaélique. Voilà, donc, et pour autant, eh bien, je dirais que c'est presque, vous en boufferez quand même, quoi. Et on ne vous demandera pas votre avis, et si vous n'êtes pas content, c'est que vous êtes des ploucs. Les seuls vrais Européens, c'est ça que ça dit aussi, c'est une politique de classe. Ça dit que ceux qui ne parlent pas anglais ne sont pas de vrais citoyens européens. Et tu parles notamment, je me souviens, tu as déjà évoqué l'exemple, par exemple, quand on dit patron en français, qui porte vraiment une charge négative, alors que le mot boss en anglais a une connotation plutôt positive. Oui, oui, oui. Donc, est-ce que tu peux mais bien sûr, bien sûr. Et par exemple, alors moi je suis plutôt germaniste, mais les Allemands disent, par exemple, pour patron, ils disent Arbeitgeber. Et pour le salarié, ils disent Arbeitnehmer. Arbeitgeber, mot à mot, ça veut dire celui qui donne du travail. Donc le patron. Et Arbeitnehmer, celui qui prend du travail. Celui qui reçoit. Le patron donne, l'ouvrier reçoit. La charge idéologique est énorme. On voit bien que derrière, il y a un problème, là, puisqu'en fait, en réalité, pour nous marxistes, qui donne du travail? C'est le salarié. Qui prend du travail, et une grande partie du travail gratuitement, et qui exploite autrui, c'est justement le patronat. L'humanité se priverait de beaucoup si elle se privait de cette espèce de conservatoire de l'histoire d'un peuple qui est sa langue. C'est la mémoire d'un peuple, la mémoire de ses luttes surtout. Quelle est la conséquence donc de cette destruction progressive du français pour les travailleurs de notre pays? Alors pour les travailleurs de notre pays, eh bien, il faut savoir qu'il y a déjà eu des luttes menées par certains syndicats, pas forcément que des syndicats CGT, mais parce que tout simplement c'est une aliénation considérable, déjà à un niveau tout à fait élémentaire. Lorsque par exemple il faut travailler avec des modes d'emploi qui sont complètement en anglais, et que donc avant même de pouvoir comprendre quoi que ce soit, il faut non seulement faire le travail déjà difficile de comprendre un mode d'emploi et de l'assimiler, mais aussi de le traduire, et de le traduire bien. Et d'oser dire qu'on ne comprend pas ce qui est écrit, parce qu'on n'est pas tous des linguistes de choc, et que même si on a appris My Taylor is Rich au lycée, en quelque sorte, c'est pas pour autant qu'on va être capable de comprendre comment fonctionne telle ou telle machine particulièrement sophistiquée en lisant comme ça un mode d'emploi, qui déjà en français n'est pas si facile que ça à comprendre. Que ceux qui ont déjà du mal à monter des meubles Ikea, alors que c'est écrit plus ou moins en français, etc.,
comprennent ce que je veux dire là. C'est une souffrance au travail pour un certain nombre de travailleurs que d'être amené à travailler illégalement, alors qu'il est écrit dans la loi Toubon de 1994, le français est la langue du travail. Donc tout ça est illégal. S'il y a des syndicalistes qui m'écoutent, protestez, utilisez la loi, tournez-vous contre votre patron, obligez-le à respecter la loi de son pays. C'est une chose. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Ce qui est bien plus grave que ça, c'est ce qui se profile. Parce que nous n'avons encore rien vu. Si l'anglais devient, comme c'est très probable, au cas où un État européen se met en place, ça s'appelle le Sceau fédéral européen, et il est imminent. Et si l'anglais devient sa langue officielle, et si par conséquent, dans chaque pays, la langue du pays devient la langue de ce pays, plus l'anglais comme langue de travail. Quelque chose comme ça a été le cas en Irlande, où il y a le gaélique, et l'anglais comme langue de travail, qui est après à tout prix. Bon. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que très rapidement, on ne pourra plus travailler qu'en anglais. Et que, à partir de là, le marché du travail, qui est déjà aujourd'hui ce qu'il est, c'est-à-dire pas favorable aux salariés, va devenir hyper concurrentiel. Puisque pour un seul emploi, ce qui va se produire, c'est que, d'abord ceux qui ne parleront pas anglais seront éliminés. Donc le bas du panier, en quelque sorte, sera éliminé. Au passage, quand je dis ça, je vous montre bien que ce n'est pas nationaliste, parce que je pense aussi aux travailleurs francophones, non français, qui vivent chez nous, c'est-à-dire qui viennent d'Afrique, qui viennent des anciens pays colonisés par la France, qui ont appris le français ou qui ont le français en partage, disons. Eux, ils ont déjà pas forcément le français comme langue véritable de la maison, comme langue maternelle. Ça peut être le peul, le wolof, ça peut être le berbère, ça peut être l'arabe, et ainsi de suite. Mais quand même, ils viennent en France, tout simplement parce que c'est quand même le français qu'ils maîtrisent plus ou moins. Et on va leur demander aussi de maîtriser l'anglais, donc quand ils viennent en France. Double peine, double difficulté. Pour beaucoup d'entre eux, ça sera l'interdiction réelle de travailler. Plus grave que ça, alors ça c'est par le bas. Par le bas, c'est l'exclusion du marché du travail de millions et de millions de gens. C'est l'exclusion du marché du travail ou la mise en difficulté sur le marché du travail, pas l'exclusion, les capitalistes sont plus malins que ça. Ils veulent bien des gens qu'on embauche, mais qui sont en difficulté et qui baissent la tête parce qu'ils ne se sentent pas à la hauteur au boulot. Et qu'on peut donc renvoyer quand on veut, et qu'on peut faire trembler à tout moment. C'est-à-dire des gens qui parleront un peu anglais, mais mal. C'est-à-dire assez pour être embauchés, pas assez pour bien travailler. Et effectivement, ces gens-là, on va leur dire, mais monsieur, vous ne pouvez pas devenir cadre, car vous n'êtes pas English Mother Tongue. C'est-à-dire, vous n'êtes pas locuteur de l'anglais première langue, locuteur de l'anglais langue maternelle, en réalité. Et seuls accéderont au niveau des cadres supérieurs les English Mother Tongue, c'est-à-dire les gens dont la langue maternelle est l'anglais. Énorme avantage concurrentiel au niveau mondial pour tous ceux qui sont nés aux États-Unis, en Angleterre, en Australie, en Nouvelle-Zélande, dans le Canada anglophone, etc., etc. Et donc, à partir de là, vous voyez, pour les cadres déjà, pour les cadres, ce que ça peut signifier. Donc, messieurs les cadres, ne vous réjouissez pas trop vite si vous baragouinez 6 mots d'anglais et que vous êtes en effet capable de vous débrouiller quand vous allez à Londres, parce que ça ne suffira pas. Vous allez dire « My tailor is rich ». Et ça ne marche pas. Si vous ne savez pas dire « My tailor is rich », ça ne fonctionnera pas. Et après, il y aura la masse, effectivement, surtout, la masse des travailleurs qui seront devant un marché de l'emploi mondialisé, avec derrière, car il faut toujours voir les choses dans la globalité, eh bien le numérique qui est en train d'envahir tout l'espace, c'est-à-dire que pour un emploi désormais, dans le cadre des traités transatlantiques, type TAFTA, type CETA, et ça marche avec ça, qui vont se mettre en place, un seul emploi sera en quelque sorte soumissionné, si l'on peut dire, à l'échelle mondiale. Et là, déjà, vous avez une concurrence quand vous postulez pour un emploi avec 10-15 personnes qui veulent le même que vous, et le patron va choisir le moins disant, celui qui demandera le moins. C'est comme ça que ça marche dans un marché capitaliste. Mais là, ça sera sur des milliers de personnes. Des millions. Même. Et des millions, et des millions. Mais vous imaginez l'avantage énorme que ça va donner au capital sur le travail à l'échelle mondiale. Alors on peut toujours dire, oui, mais on va apprendre l'anglais à tout le monde, on va faire des cours d'anglais accélérés. Il faudra 300 ans pour que les gens qui, au départ, étaient francophones, germanophones, italophones, russophones, et ainsi de suite, parlent aussi bien
l'anglais en masse, dans leur masse. Je ne parle pas de tel ou tel individu qui serait très bon en langue, mais dans leur masse aussi bien que les locuteurs de base. Et par conséquent, pendant toute cette période-là, ça sera la concurrence acharnée entre les travailleurs, ça sera la haine encore démultipliée entre les travailleurs. Ça ne sera pas un rapprochement entre eux, mais ça sera des fractures encore plus importantes. Est-ce que notre classe a besoin de ça? Est-ce qu'elle n'a pas plutôt besoin, effectivement, ici? En gros, pour le dire en termes marxistes, ceux qui n'ont pas peur des mots, et qui n'ont pas peur du réel, parce que quand on n'a pas peur des mots, c'est parce qu'en fait, on n'a pas peur du réel. Eh bien, pour les gens qui n'ont pas peur du réel, ça veut dire tout bonnement qu'effectivement, on aperçoit à travers cette politique linguistique d'énormes effets de marée, de classe, de traction du grand capital, les marchés transatlantiques, le néolibéralisme mondial, la fin des droits de douane, sauf pour les États-Unis, qui eux maintiennent leurs droits de douane, mais c'est pour les autres qu'ils doivent tomber un petit peu partout. La fin, de la multiplicité des langues, sauf une, etc., etc. Bon, ça s'appelle l'impérialisme, ça s'appelle l'exploitation, ça s'appelle... Comment se fait-il que les gens de gauche ne voient pas ça? Oui, alors, effectivement, c'est assez dramatique. Alors, je voudrais d'abord dire que c'est une rupture avec la tradition de la gauche, en tout cas avec la tradition de la gauche française. Nous n'avons pas beaucoup de mémoire, mais bon, moi, malheureusement, je commence déjà à avoir de la bouteille, donc j'ai vécu un certain nombre de choses. Et je sais que, par exemple, le Parti communiste français, dans ce pays, a toujours défendu la langue française. Que des gens comme, par exemple, ça a été, je dirais, une innovation politique et stratégique de premier plan, de niveau mondial. Lorsqu'en pleine occupation allemande, par exemple, les communistes français ont décidé de sortir les lettres françaises, avec, à sa tête, Aragon, Elsa Triolet, Claude Morvan, etc., où ils ont publié des gens comme François Mauriac, comme Jean-Paul Sartre, et j'en passe, Vercors, et j'en passe quelques-uns. Ça voulait dire effectivement que, l'enjeu linguistique, il comprenait son intelligence, sa portée. Je vous donne une citation ici, très rapidement, elle est très courte, d'Aragon. Et il parle de son combat à la fois politique et linguistique pendant l'occupation, puisque donc il était dans la clandestinité. Et il dit à propos de la France ceci: il ne restait de ce pays que son langage. Un beau langage qui servait à tout. Vous savez, comme on a chez soi une chose précieuse, qui est là depuis si longtemps qu'on en use à n'importe quoi, à empêcher la fenêtre de se fermer, et le petit la prend comme une règle pour dessiner, et c'est un presse-papier si commode. Qui donc se souciait que ce fût un pays, ce pays? Et il est indiscutable que c'est un grand progrès, que de perdre ce sens de la jalousie, cette haine du voisin, cet orgueil de son toit, un grand progrès sur les ténèbres, un grand progrès sur le néant. Et donc ici, Aragon fait l'éloge de l'internationalisme. Il ne nous dit pas crispons-nous sur la nation, mais il nous dit qu'est-ce qui restait de la France pendant l'occupation allemande, à part le fait qu'on parlait français. Ce dont on ne se rendait même pas compte ordinairement, quand il n'y avait pas l'occupation. C'est ça qui est difficile. C'est que la plupart du temps, les gens n'ont pas un rapport réfléchi à la langue. Ils ont un rapport utilitaire, comme le coupe-papier, comme le truc qui bloque la fenêtre dont parle Aragon, et ainsi de suite. On se sert de la langue et puis on la jette quand on n'en a plus besoin. Oui, mais quand le pays est occupé, quand le pays est menacé, là d'un seul coup, on se rend compte d'un tas de choses, exactement comme quand par exemple l'oxygène vient à manquer, on se rend compte d'un seul coup qu'on respirait. Eh bien, c'est la respiration là qu'il est question de préserver quelque part. Je voudrais aussi vous faire écouter un court segment d'une vidéo de Michel Feltin-Pallas, qui est rédacteur en chef au magazine français L'Express, et qui rédige régulièrement une tribune sur les langues. Arrivons à aujourd'hui nous parlons français, certes, mais vous l'aurez remarqué comme moi, il y a de plus en plus d'anglicismes. Et quels sont ceux qui, dans la société, diffusent le maximum d'anglicismes, les promeuvent, les lancent? Là aussi, ce sont les membres des classes sociales les plus favorisées, les publicitaires, les journalistes parisiens, les chefs d'entreprise, les hommes politiques. Bon, Emmanuel Macron, il a bien parlé de la Startup Nation, de la French Tech, et lancé un pass culture, écrit sans E à passe, à l'anglais, pour défendre la culture française. Voilà, ce sont toujours les mêmes mécanismes. De quoi s'agit-il? Maîtriser l'anglais, c'est espérer en France grimper dans l'échelle sociale
du pouvoir, c'est paraître moderne en utilisant la langue de la grande puissance économique du moment. Ça n'est plus l'Empire romain, ce sont les États-Unis. C'est aussi se distinguer du peuple, ce peuple qui bêtement continue à parler français. Quelle idée entre nous de parler français entre francophones. Voilà, c'est comme ça sert à ça. Le pouvoir est toujours un langage. Notons toutefois que cette fois-ci, il n'y a pas eu de conquête militaire. À ce que je sache, les États-Unis n'ont pas envahi la France, donc quelque chose m'a échappé dans l'actualité récente. Non, ça se fait volontairement parce qu'un certain nombre de nos compatriotes considèrent que, par définition, le français serait ringard et incapable d'exprimer la modernité, ce qui est faux. Évidemment, toutes les langues peuvent le faire, ça n'est pas un souci. Mais en tout cas, ça traduit un phénomène que les linguistes connaissent bien, puisqu'on a pu l'observer et en France et dans d'autres pays du monde. Et évidemment, ce phénomène, cela s'appelle la honte de soi. Heureusement, il y a des réactions à tout cela, et elles ne viennent pas nécessairement des défenseurs autoproclamés du français, ni des organismes officiels qui sont chargés en principe de le faire. Sans doute faut-il mentionner le cas de Xavier Darcos, qui fut brocardé en un temps pour être le ministre de l'anglicisation nationale, alors qu'il était ministre de l'éducation nationale en France. Croyez-le ou non, il siège maintenant à l'Académie française et préside même une association qui s'intitule « Défense de la langue française ». Ce n'est pas une blague. Que s'est-il passé avec ce personnage ? Pourquoi a-t-il interrompu sa croisade en faveur de l'anglais pour tous ? Est-ce une erreur de jeunesse ? A-t-il fait son chemin de Damas et ainsi touché par la grâce ? Ou s'est-il recyclé pour poursuivre une glorieuse carrière plus honorifique qu'enrichissante financièrement parlant ? Difficile à dire. Écoutons également François Asselineau que j'ai présenté dans des vidéos précédentes. Donc les Français n'ont pas de notion de la gravité de la situation. En définitive, nous avons affaire à une guerre du troisième millénaire, une guerre du soft power, une guerre qui déjà les Américains sont quand même. Rappelez-vous qu'en 1946, en échange de l'aide financière du plan Marshall, les Américains ont exigé, c'est les fameux accords Bloom-Burns de 1946, ils ont exigé que la France diffuse des films dans 140 salles de cinéma en France, des films américains, pour injecter une espèce de poison mental qui est l'American Way of Life. Il y a eu toute une orchestration de l'arrivée du Coca-Cola. Ça a été des opérations de marketing extrêmement. Et là, les États-Unis, si vous voulez, c'est l'essence du pouvoir américain, c'est vraiment de frapper les imaginations avec le complexe d'Hollywood. Les séries continuent, la musique, tout ça, une musique très addictive qui subjugue en fait les populations, notamment les populations en Europe ou les populations des pays de l'OCDE. Voilà, mais surtout en Europe. Donc ça fait partie de cette guerre de. Une fois, je me disais, un jour, je suis revenu de la Nièvre, enfin, ça m'arrive régulièrement l'été, de la Nièvre, où j'ai une maison de campagne à Paris. Il y a à peu près 2 heures et quart, 2 heures et demie de route. Vous prenez la voiture à 11 heures du soir, sur l'autoroute, vous mettez la bande FM, il n'y a que des chansons américaines. Sauf si par hasard vous tombez sur Chante France, où là d'un seul coup vous avez une chanson française, enfin des chansons françaises, ou Radio Nostalgie, mais ou alors des radios communautaires, mais qu'on capte pas en province, du style Beurre FM ou Radio Orient, où là vous allez avoir de la musique du Moyen-Orient. Mais sinon, ce ne sont que des chansons américaines. Et je me disais, mais est-ce qu'on imagine quelqu'un qui a, je sais pas, un Texan qui prendrait le volant à Austin, Texas, pour aller à Oklahoma City, sur 1200 kilomètres la nuit, et qui entendrait Brassens, Édith Piaf, Brel, Christophe Willem, machin chose, France Gall, tout le voyage, des trucs en français, mais il deviendrait dingue. Il se dirait, je suis un colonisé, en fait. Mais on ne prend même plus attention. Et donc, en matière culturelle, justement, j'avais fait des propositions qui allaient depuis la renationalisation de TF1, avec un cahier culturel, et un mot d'ordre que nous disons, c'est que nous, on n'est pas franchouillards, vouloir refermer la France sur elle-même. Nous, ce qu'on dit, c'est que on n'assiste pas à une mondialisation, on assiste à une américanisation. Et donc j'avais proposé d'une part qu'on revienne aux grands classiques,
qu'on présente aux Français leur propre... Parce qu'il y a des jeunes générations qui n'ont jamais vu une pièce de théâtre de Molière, par exemple. Jamais. Jamais, 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 jamais. Beaucoup plus la parole à une internationalisation. C'est-à-dire, par exemple, moi je trouve qu'il n'est pas normal qu'à la télévision française, on ne voit jamais autre chose que des films américains et quelques films français. Or, il y a quand même dans le monde, le premier producteur de films du monde, c'est l'Inde avec Bollywood, comme on dit à Bombay. Alors, tout n'est pas bon. Mais j'en avais déjà parlé souvent. Il y a des films extraordinaires, c'est des styles péplum, mais à l'indienne. Un truc comme, par exemple, Akbar, qui est un film sur l'un des premiers empereurs moghols. C'est extraordinaire comme film. Ça n'est jamais diffusé, jamais, 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 jamais. Je dis pas qu'il faut en y avoir tous les 4 matins, mais si une fois par an, il y avait un film indien. Une fois par an, il y avait un film africain. Il y a un truc qui s'appelle, c'est un peu l'équivalent du comment on appelle ça, du festival de Cannes. Ça se passe à Ouagadougou. Ça s'appelle le festival, il est une fois tous les 2 ans, le festival international du film de Ouagadougou. Comment? Le FESPACO, exactement. Et c'est des films de tout le continent africain dont 70% sont francophones. Et au lieu d'avoir la Palme d'Or, ils ont un truc, c'est une statue, c'est l'étalon d'or de Yenengwe, qui célèbre très souvent, c'est un film francophone sénégalais. Jamais, c'est même pas diffusé dans les salles de cinéma français. On pourrait aussi avoir il y a des films russes ou soviétiques de la grande époque. Vous avez des films chinois, des films sri-lankais, des films iraniens, des films indiens, des films japonais. Tous les grands films japonais par exemple, de Ozu, des films intimistes des années 60, etc. Bref, on est dans un processus d'américanisation. C'est pour ça que moi, les gens qui disent « Ah, vous voulez sortir de l'Union européenne, vous voulez refermer la France, etc., vous êtes un vieux ringard. » Non, je dis non, pas du tout. C'est vous le vieux ringard. D'abord, vous êtes francophobe. On a toute une classe dirigeante française qui est francophobe. Les gens qui me disent je suis europhobe. Non, je suis pas du tout europhobe, parce que dans le contexte, comment dirais-je, en langue française, le mot phobie, c'est une peur irrationnelle. Voilà. Par exemple, vous êtes claustrophobe. C'est-à-dire, vous êtes enfermé, d'un seul coup, vous avez une peur irrationnelle, ça vous saisit, vous suez de partout, ou bien vous êtes agoraphobe. Mais c'est pas ça, moi, face à l'Europe, je ne suis pas en sueur de partout. C'est extrêmement rationnel, moi, ce que je dis. Je dis que c'est une entreprise de démolition, de destruction de la France. Donc je suis on ne peut plus rationnel. En revanche, nous avons affaire à toute une bande de lascars qui, eux, sont francophobes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on parle de la France, vous êtes ipso facto un facho. Vous voulez défendre votre pays comme le font tous les peuples du monde. Vous êtes un facho. Enfin, là, on touche du doigt, je crois, ce qui est un des problèmes les plus fondamentaux de la société française contemporaine. C'est une espèce de dépression mentale et morale éminente. C'est-à-dire que les Français ont fait honte aux Français de leur propre pays, alors que c'est quand même un des pays qui a une des histoires les plus brillantes qui soit. Je souhaite revenir rapidement au professeur Raoult, l'ancien directeur de l'Institut hospitalier universitaire de Marseille, qui a sauvé des centaines de vies lors de l'épidémie de Covid-19 en administrant aux malades de l'hydroxychloroquine. Je passe sur le fait que ce fameux professeur Raoult a tellement publié dans des revues anglo-saxonnes qu'il utilise désormais le mot « drogue » à la place de « médicament » et la désignation « anthrax » pour « maladie du charbon ». Ce qui est plus intéressant est qu'il lève le voile sur quelque chose qui relève de la coercition dans les publications scientifiques. J'ai déjà parlé de ce sujet, mais Raoult le confirme explicitement. Comme tous ceux qui étaient moi mes références, et ceux moi dans lesquels j'ai rêvé de publier, puis dans quoi j'ai publié à la fin. C'est-à-dire, moi j'ai publié dans tous les grands livres de médecine interne, dans tous les grands livres de maladies infectieuses. J'étais éditeur de 2 sur 3 livres de maladies infectieuses. J'ai publié dans les plus grands journaux du monde, New England, Lancet, Nature, Science. Mais tout ça, maintenant, qui étaient les choses qui me faisaient rêver, moi maintenant, tout ça maintenant est regroupé dans des espèces de monopoles extrêmement puissants, dans lesquels les fonds de pension jouent un rôle absolument colossal, et l'industrie pharmaceutique les fait tourner. Donc tout ça est devenu un monde séparé, dans lequel les rédacteurs en chef même de ces journaux disent on ne peut plus faire confiance à ce que nous mettons dans nos journaux.
Il y a 3 anciens rédacteurs en chef sur 4 du New England disent « Nous ne pouvons plus croire ce qu'il y a dans le New England quand on parle de médicaments. » C'est phénoménal quand même. Et donc, mais en même temps, parce que le monde change, il bascule, il y a maintenant toute une production de publications en Chine, en Inde, et de productions libres qui sortent de Elsevier d'une part, de Nature Springer de l'autre, qui sont les 2 plus grands acteurs qui n'ont que des intérêts financiers. Mais vous avez, en particulier en France, des tentatives universitaires d'empêcher de valoriser les publications qui ne sont pas faites par le monde anglo-saxon. Et les autres ne seront pas comptés dans les épreuves de titre, ça ne sera pas compté comme des publications, vous voyez. Donc il y a une vraie... Là, la guerre se passe là, à ce niveau-là aussi, la guerre commerciale avec les journaux scientifiques, qui sont un des domaines les plus rentables au monde, hein, se passe aussi à ce niveau-là. Donc il y a un vrai conflit qui sortira, moi je prédis jamais l'avenir, mais en tout cas il existe des alternatives actuellement, mais avec des tentatives d'empêcher l'éclosion de ces alternatives, parce qu'elles détruisent le système. Si on peut... Je peux vous le dire, hein, vraiment, on peut être blacklisté, j'en sais quelque chose, hein, dans des journaux dans lesquels j'ai été éditeur, voire rédacteur en chef. Hein. On peut être blacklisté parce qu'on a dit des choses qui étaient intolérables dans cette situation, dans laquelle on ne pouvait pas altérer. Le message des gens qui font de la censure, c'est on ne peut pas altérer la confiance des gens dans les décisions qui sont prises. Et que donc, c'est beaucoup plus important que la liberté, c'est de ne pas semer le doute. Ouais. Et donc, bien sûr, je suis en désaccord avec ça. Je pense que c'est au contraire, le doute est salutaire. Je pense que le conflit, y compris le conflit scientifique, sont absolument nécessaires pour pouvoir faire avancer les choses, et que le consensus est destructeur. Je pense qu'il est très destructeur. Comme dans de nombreux autres pays, tout l'appareil universitaire en France et celui des laboratoires de recherche d'État est corrompu. Les ministres de l'enseignement supérieur et de la recherche, les présidents d'université, les hauts fonctionnaires qui décident du financement des laboratoires ont pour mission de non seulement imposer l'anglais dans les publications scientifiques, mais de valoriser ces publications uniquement si elles figurent dans les revues scientifiques anglo-américaines. Pourquoi le font-ils ? C'est ce que nous allons voir maintenant. Je vous propose d'écouter un passage d'un entretien avec Thierry Meyssan, ce journaliste atypique qui a quand même l'oreille attentive de plusieurs chefs d'État et de gouvernement et qui dispose de son propre réseau de presse. Voici quelques morceaux choisis. Les moyens américains étant d'une autre ampleur, on peut imaginer que chaque mois, en tout cas régulièrement, l'ambassade américaine verse de l'argent, y compris à des journalistes français, pour raconter des conneries. Absolument. Pas forcément raconter des conneries, mais raconter leur point de vue. Parce que la manière dont on procède aujourd'hui, ça n'est pas en mentant. C'est en occultant ce qui gêne et en laissant entendre quelque chose qui peut-être est faux, peut-être est vrai, mais vous ne saurez pas. C'est différence entre disinformation et misinformation. On ne désinforme pas, on mésinforme. Absolument, absolument. Donc, j'insiste sur le fait qu'il y a des gens qui sont payés, il y a des parlementaires, il y a des ministres, il y a des journalistes qui sont payés directement par le secrétariat d'État. Personnellement, on m'a proposé de rentrer sur cette liste. Alors bon, il y avait des conditions, évidemment, que je n'ai pas rentré. C'était quoi les conditions ? Je devais dire publiquement que je m'étais trompé sur le 11 septembre. Oh là là. Pourquoi tu as refusé ? Pourquoi j'ai refusé ? Parce que je ne suis pas un mercenaire, c'est tout. Mais c'était Condoleezza Rice qui avait envoyé quelqu'un pour me rencontrer, pour me dire ça, quoi. À l'époque, elle était secrétaire d'État aux États-Unis, et la personne qu'elle a envoyée était quelqu'un avec un très très lourd pédigré, vraiment. Que là, c'était un homme pour de vrai qui a raconté ça. Bon. Et à la fin, il a dit, et donc, je voudrais pas en arriver là, et de la part de Condoleezza Rice, il avait effectivement dans son
dans sa biographie tout ce qu'il fallait pour représenter Condoleezza Rice. Donc je vous souhaite de nous rejoindre, et donc je vous propose à tous les deux, parce que mon ami avait fait aussi des choses particulières, donc je vous propose à tous les deux un salaire sur la base de ce que touche un général de chez vous. Et il avait dit à l'époque, je ne sais pas si c'est toujours le cas, c'était 7 000 € par mois. Mais donc voilà, vous aurez ça à vie. À vie, hein, tant que vous restez avec nous. Et la seule condition, c'est que vous dites publiquement vous êtes trompé sur l'enseignement. Alors bon, moi je lui ai pas répondu. Je lui ai dit. Si tu n'as pas appliqué la doctrine que tu connais sans doute pas, Bertrand Scholler, qui est on s'en fout d'où vient l'argent, ce qu'il faut c'est le prendre. Est-ce que ça signifie que le deep state européen subit le deep state américain en faisant le minimum syndical? Est-ce que les services secrets européens vivent la présence américaine en Europe comme une occupation? Je pense que c'est le cas de pratiquement tous les Européens. Alors, il y en a qui ne le vivent pas comme ça, mais dans ce cas, c'est parce qu'ils sont complètement vendus. Mais normalement, c'est comme ça qu'ils doivent le vivre. Donc, je donne cet exemple, et depuis, j'ai rencontré au Moyen-Orient toutes sortes de personnalités qui se sont vues proposer la même chose. Il y en a qui ont été se rendant aux États-Unis, on est venu les chercher, on les a amenés au département d'État, et ils ont rencontré le secrétaire d'État qui leur a fait la même proposition directement. Donc il y a un registre avec tous les gens qui sont rémunérés. Les honorables correspondants. Je ne sais pas si c'est le bon terme. Ce sont des gens sur lesquels les États-Unis misent. Parce que les États-Unis doivent pouvoir compter sur eux. Donc en échange, évidemment, les États-Unis vont soutenir leur carrière politique ou médiatique. Voilà. Peut-être il y a aussi des chefs d'entreprise comme ça, je ne sais pas. Mais donc, d'abord ça fixe le cadre. Donc quand on dit qu'à ma connaissance, il n'y a pas d'autre État étranger qui verse des salaires comme ça à des personnalités en France. Je pense que s'il y en avait, il y aurait déjà des mises en examen. Peut-être des services russes? Non, je ne crois pas. Pourquoi? Eh bien parce que je connais les services russes. Ah, on y vient. Thierry Messon, agent de Poutine. Non, pas du tout. Mais bon, j'ai fait beaucoup de choses avec la Russie, j'étais plusieurs fois en Russie, et j'ai rencontré des dirigeants des services secrets russes. Et j'ai même participé à un séminaire qui était fait par l'association qui fait la transition entre les services secrets en Russie et les médias. Et donc voilà, il m'avait invité en tant que journaliste, mais il y avait plusieurs des dirigeants des services secrets qui participaient au débat. Ça a duré une semaine. Donc voilà, je connais ces gens-là aussi. Et non, je ne pense pas du tout qu'ils abordent la question de la même manière. Ils ne pensent pas à occuper les États européens. Ça ne leur vient pas à l'esprit. Mais ils peuvent soudoyer des influenceurs. Ah oui, ça ils peuvent le faire. Y compris avec de l'argent. Oui. Et d'ailleurs, quand les Russes choisissent quelqu'un pour relayer leurs idées, d'habitude, ils le payent. Même si celui-là ne veut pas, ils lui donnent toujours quelque chose. Même si c'est symbolique. Et donc, ce que je veux dire, c'est que, à mon sens, ils n'ont pas des gens qu'ils payent tous les mois, comme ça. Ils les payent à l'occasion, c'est pas pareil. Donc, les États-Unis versent aussi de l'argent aux partis politiques. Et alors mon expérience des partis politiques, c'est que, en tout cas,
dans les années 2000, 1990 et 2000, quand j'étais en France, que je faisais de la politique, je pense que tous les grands partis politiques avaient dans leur conseil d'administration, dans leurs instances dirigeantes, un représentant de l'ambassade des États-Unis et un représentant de l'ambassade d'Israël. Au moins un. Au moins. Petit à petit, la situation s'éclaire. Les États-Unis achètent en grande partie l'influence qu'ils exercent. La question toutefois qu'on peut se poser est la suivante. Comment trouvent-ils les immenses ressources financières pour maintenir cette influence qu'ils exercent en Europe, au Canada et ailleurs? La réponse est simple, c'est parce que le dollar est accepté universellement que les États-Unis peuvent en imprimer sans limite. Il y a quelques années d'ailleurs, la Fed arrêta de publier sa masse monétaire M3. J'invite ceux qui suivent mes vidéos à aller vérifier. Tout autre pays qui suivrait la même politique monétaire verrait sa monnaie s'écrouler, et cela d'autant plus que la dette officielle du pays s'élève actuellement à 34 700 milliards de dollars pour le déficit du gouvernement fédéral seul. Si l'on tient compte des niveaux incroyables d'endettement de la population américaine et de ses entreprises, on arrive au chiffre hallucinant de 639 303 dollars par habitant. Alors que les États-Unis sont globalement en faillite, les Américains continuent à tout acheter sur la planète et dépenser des fortunes pour s'assurer de la collaboration fidèle d'un vaste réseau de chefs d'État, d'hommes politiques, de journalistes, de cadres supérieurs, de décideurs qu'ils achètent tout simplement et qui par là même sont solidement tenus en laisse par le chantage potentiel qu'on pourrait exercer sur eux en révélant les montants qu'ils touchent. Cela est sans doute le facteur artificiel le plus important de l'influence américaine, tandis qu'il existe encore des cohortes d'imbéciles qui s'imaginent que l'influence américaine sur l'altération de la langue française est un processus naturel et qui vont dénoncer comme étant ringards ceux qui veulent en combattre les symptômes. Là encore, il faut aller au fond du problème et en comprendre les causes. La corruption des hommes politiques lors de l'épidémie de Covid-19 est devenue évidente pour de nombreux observateurs. Cette crise a été un véritable révélateur, mais le phénomène est exactement le même en ce qui concerne les velléités américaines de détruire les nations en corrompant leur langue pour que la naissance d'une Europe fédérale totalement et définitivement alignée sur les intérêts de Washington puisse se faire. En effet, le projet mondialiste est en bon ordre de marche par agrégation successive. Il s'agit dans un premier temps de dénaturer les langues naturelles au point qu'elles deviennent inutiles pour les remplacer par l'anglais, destiné à présider à la coalescence ou à la fusion des nations européennes avec le bloc nord-américain dans un premier temps. Nous en sommes à cette étape. Les utopistes prévoient déjà la conclusion, et certains intellectuels plus farfelus les uns que les autres, tels que le grand gourou français Jacques Attali, qui se targue de trouver et de promouvoir les prochains présidents de la République française et dont les lubies d'inspiration plus ou moins religieuse défient l'imagination. Écoutons-le. Cela vaut son pesant d'or. Même si on peut imaginer, rêver d'un Jérusalem devenant capitale de la planète qui sera un jour unifié autour d'un gouvernement mondial. C'est un joli lieu pour un gouvernement mondial. Merci Jacques Attali. Avant d'aller plus loin, il est important de mettre en lumière un autre mécanisme de colonisation des nations ouest-européennes. Il s'agit de la prise de participation dans de grandes sociétés industrielles et commerciales par les fonds de pension et les gestionnaires d'actifs états-uniens tels que BlackRock, Vanguard ou State Street, mais il y en a bien d'autres comme Fidelity ou PIMCO. Aujourd'hui, il est de notoriété publique que 40% du capital associé à l'indice boursier français, pris à titre d'exemple, est détenu par des investisseurs étrangers. La part américaine dans les sociétés françaises peut varier entre 5 et 20% par exemple. Bien que ces participations soient minoritaires, cela n'empêche pas les fonds de pension d'étendre leurs lois sur ces sociétés.
Claude Janvier en a décortiqué les méthodes dans son livre récemment paru et intitulé « Les démasqués ». Il explique qu'il suffit pour les gestionnaires de fonds de brandir la menace de vendre leur part pour obtenir toutes sortes de concessions de la part des conseils d'administration visés. En effet, si un fonds comme BlackRock décide de vendre par exemple 7% du capital d'une société qu'il détient, cela peut entraîner une chute de l'action bien supérieure à 7% par des effets boule de neige bien connus des boursicoteurs. La première exigence est généralement l'imposition de l'emploi des règles de comptabilité américaines et la rédaction de rapports annuels et trimestriels en anglais, sans compter les demandes d'information des émissaires de ces fonds de pension américains fouineurs sur les activités de recherche et développement qui exigent eux aussi des documents en anglais. C'est ainsi que, de proche en proche, petit à petit, les activités essentielles des grands groupes industriels français ont fait l'objet de rapports en anglais, d'où la nécessité d'engager du personnel connaissant cette langue. Sous prétexte de concurrence libre et non faussée, les inspecteurs du Trésor américain se voient autorisés à farfouiller dans tous les rapports techniques et administratifs qui doivent ainsi être rédigés en anglais. Et cela va quelquefois jusqu'à l'élaboration de leur page sur la toile mondiale. Je vais bien sûr parler des sites web selon la mode langagière actuelle. Il y a aussi le rôle délétère des partenariats dits européens dont la formation est encouragée par la Commission européenne. Il s'agit en général de partenariats impliquant des sociétés basées dans des pays différents mais œuvrant dans des activités similaires. Si des symbioses et des économies d'échelle peuvent quelquefois résulter de ces partenariats, elles peuvent se révéler être des désastres dans certains secteurs, comme celui de l'armement et des industries de la défense. L'entretien du matériel militaire peut, par exemple, impliquer des pièces détachées fabriquées par un intervenant extérieur. Lorsque cela est le cas en France, par exemple, les pièces doivent être commandées en anglais, d'Espagne, d'Allemagne, du Danemark ou d'Italie, et les manuels techniques sont en anglais également. Les délais que cela entraîne et les interfaces multiples inhérentes à de tels processus sont tels que, en temps de guerre de haute intensité, il scellerait une défaite des forces militaires encore plus rapide et humiliante que celle de 1940 pour la France. C'est l'une des raisons pour lesquelles les analystes sérieux du conflit en Ukraine n'ont plus aucun doute sur l'issue de la guerre entre une industrie russe centralisée, non soumise aux lois des marchés boursiers, et unilingue, et une armée otano-kievienne complètement hétéroclite dans ses équipements, son commandement otanesque en anglais et sa formation, elle aussi en anglais. Bravo l'Europe, ou plutôt bravo l'Union européenne. Tout cela est infiniment grave. Nous sommes loin des problèmes des grammairiens, de pureté linguistique et des règles de concordance des temps. Une véritable machine à broyer les peuples s'est mise en place. L'imposition de l'anglais à travers toute l'Europe occidentale, mais aussi dans d'autres contrées, est à la fois un symptôme et un outil de notre aliénation en progression et de notre mise sous tutelle. Comme l'avait expliqué Robert Philipson, l'enseignement de l'anglais aux locuteurs non indigènes transforme en permanence leur représentation globale du monde qui est ainsi restructurée. En d'autres termes, il existe cette tentative de nous reprogrammer à des fins d'acceptation spontanée d'un nouvel ordre mondial. Écoutons Nicolas Mirkovic, auteur de L'Amérique Empire. Dès les années 60, le général de Gaulle disait que le plus grand danger pour nous, c'était l'impérialisme américain. Et ça, c'était déjà il y a plus de 60 ans. Et nous avons des élites qui sont sorties d'écoles, qui ont été formées par des professeurs atlantistes. Ils arrivent dans des sociétés où la philosophie, la pensée est atlantiste. Nous pensons que les États-Unis sont les garants de nos libertés. C'est un suicide de la souveraineté. Et nos élites sont formées comme ça. Elles sont recrutées parce qu'elles pensent comme ça. Et si un journaliste qui gagne plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois ne tient pas cette ligne, il perd son travail. Donc, il sera prêt à dire n'importe quoi pour suivre cette pensée atlantiste. Il est temps de faire jouer ce que Wilfrid Pareto appelait la circulation des élites et ce que Michael Lind appelle une espèce de contre-establishment, d'avoir une nouvelle élite au sens noble du terme, pas au sens actuel, qui chasse l'atlantisme des arcanes du pouvoir
en France, en Europe, afin d'être libre, d'être indépendant, parce que quel est le risque? Aujourd'hui, on a fait confiance aux États-Unis, on n'aurait jamais dû le faire, et on se retrouve dans une situation périlleuse. Nos économies sont dans des situations catastrophiques, notre armée est dans une situation catastrophique, on a de nouveau la guerre sur le continent européen, tout ça, entre autres, parce que nous suivons le modèle américain, qui n'est plus bon et qui est fini. Donc il faut qu'on reprenne notre indépendance et donc qu'on change ces élites qui n'arrêtent pas de faire brandir la menace, la peur contre Trump. Ils l'ont déjà fait la dernière fois, ça n'a pas marché. Le sens de l'histoire, c'est un retour à la souveraineté et non pas pour se faire la guerre entre nous, non pas pour mettre en place le choc des civilisations, mais pour être maître de nos propres destins et pouvoir vivre en paix. Je pense que c'est extrêmement important de le rappeler. La souveraineté bien faite, c'est la paix, la possibilité de construire une nouvelle architecture de la paix en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, avec l'Asie et également avec les États-Unis. On peut être voisins, on peut collaborer, mais on ne veut plus être soumis. Ces propos vont dans le même sens que ceux du général Henri Roure qui vient de publier « Dieu n'a pas béni l'Amérique ». On a eu il y a quelque temps l'inauguration de la Maison de la Francophonie à Villers-Cotterêts. À Villers-Cotterêts, oui. Ouais. Bon, ça a été un peu contraint et forcé de la part des autorités françaises, mais il faut savoir, et là je m'appuie sur les études d'Ilyes Zouari, qui est un homme remarquable, un spécialiste, oui, oui. Il y a quand même près de 500 millions de francophones dans le monde. On dit 150, c'est faux. Moi j'avais le chiffre de 350 millions. C'est plus que ça, c'est 500 millions de francophones. Et quand on dit francophone, c'est des gens qui parlent véritablement le français. Mais on pourrait enlever les gouvernants français de cet ensemble où on voit Choose France, vous l'avez vu là récemment, ou l'utilisation dans nos médias grand public de termes anglo-saxons qui pourraient être traduits en français et qui existent d'ailleurs peut-être même en français. Là aussi, vous savez, c'est une question de souveraineté, mais de dimension. Le monde entier, non seulement les pays francophones, mais le monde entier attend de la France une attitude conforme à sa culture, à sa civilisation, à son histoire. Et là, j'ai l'impression que nous sommes en train de lâcher la proie pour l'ombre, que nous nous orientons vers un monde qui n'est pas le nôtre. Dans ce bouquin, d'ailleurs, j'en parle. Je dis la civilisation occidentale telle qu'elle a été détournée par les États-Unis n'est plus une civilisation. En tout cas, elle est en déclin. Alors ça, c'est donc le livre « Dieu n'a pas béni l'Amérique » que vous venez de sortir. Voilà. Et donc, c'est ce que vous dites. En fait, c'est un plaidoyer pour se libérer de l'emprise américaine. Alors, oui, vous savez, il y a un personnage historique, un grand personnage historique, dont le fils vient de décéder là, il y a quelques jours, qui dès 1963 disait quelque chose à propos de l'Amérique. Vous permettez que je lise la citation? Oui, le général de Gaulle, le 4 janvier 1963, disait « L'Europe occidentale est devenue, sans même s'en apercevoir, un protectorat des Américains. Il s'agit maintenant de nous débarrasser de leur domination. » Et vous voyez, 63, ça fait 60 ans plus tard, la domination des États-Unis après l'éclatement de l'URSS n'a fait que s'accroître. C'est une hégémonie, et c'est contre cette hégémonie que j'ai écrit ce livre. Le principal problème est l'état d'esprit des citoyens. Il faut tout d'abord accepter une propagande d'affaiblissement, puis devenir faible, et enfin défendre cette faiblesse comme étant normale. Ce n'est qu'ensuite que des lois peuvent être adoptées pour entériner et consolider cette faiblesse comme étant normale. Dans le film 300, une partie du gouvernement a été corrompue par des traîtres. Le roi, alors déchiré entre la loi et l'action nécessaire, demande conseil à sa reine. Que doit faire un roi pour sauver son monde quand les lois mêmes qu'il a juré de protéger l'obligent à ne rien faire? Alors elle lui répond: il ne s'agit pas de savoir ce que doit faire un citoyen spartiate, ni un mari, ni un roi. Demande-toi plutôt, mon très cher amour, ce que devrait faire un homme libre. Se libérer de l'oppression est d'abord un état d'esprit, puis y parvenir est une question de méthode, de stratégie. Atteindre le premier stade est le plus difficile.
Le second en découle. Voilà qui conclut ce que j'avais à dire dans cette vidéo 34. Selon une formule dont je ne revendique pas la paternité, mon but est d'ensemencer les esprits. Si je me limitais à ceux qui sont déjà convaincus du bien fondé de ce que je présente dans mes vidéos, nous n'avancerions guère. Lorsque je suis en conférence, je touche directement une cinquantaine de personnes, voire, dans le meilleur des cas, 70 personnes. Là où cela peut faire une différence, c'est quand ceux qui reçoivent le message vont l'essaimer auprès de leurs connaissances, de leurs collègues de travail, de leurs représentants au niveau syndical ou politique, et qui, à leur tour, réensemenceront leur environnement, de proche en proche, progressivement mais sûrement. Aucune action visant à un changement ne peut être entreprise que lorsqu'on est convaincu de sa nécessité. Ceux qui vivent dans l'indifférence des sujets que je traite ici compromettent leur avenir et celui de leur descendance, à moins qu'ils ne soient des acteurs stipendiés pour nous imposer un statut d'infériorité structurelle vis-à-vis d'un nouveau suzerain qui est ivre de domination et de pouvoir, c'est-à-dire l'hégémon anglo-saxon du moment. Ceux qui n'ont que peu ou aucune interface avec les pays étrangers, qui n'ont des nouvelles que leur version télévisée, vivent dans l'indifférence vis-à-vis des thèmes développés dans cette série de vidéos. Comme disait Aragon, ceux-là prirent conscience qu'ils n'avaient plus rien, à l'exception de leur langue, quand leur pays était sous occupation étrangère. Sans doute faudra-t-il des événements exceptionnels pour obtenir une réaction d'une large masse des populations anesthésiées par les médias de grande diffusion. En attendant, faisons le choix d'alerter les gens éclairés, ceux qui ont conscience de leur rôle de citoyens. Pensez à soutenir Impératif Français en devenant membre et en faisant un don à cette organisation qui vous alerte des dangers de la situation actuelle. Abonnez-vous à ma chaîne. Individuellement, nous ne sommes rien, mais on n'arrête pas une force collective qui connaît ses priorités et qui va dans le bon sens de l'histoire, du progrès et du vrai développement. Bonne fin de journée à tous.